Daniel Johnson, Danny Boy, l'homme de deux époques. Un des rares hommes politiques au Québec à avoir la caractéristique d'avoir joué un rôle majeur à deux époques que tout oppose, la Grande Noirceur et la Révolution tranquille. Qui est Daniel Johnson? Le père. Daniel Johnson est né le 9 avril 1915 à Danville, dans les cantons de l'Est, ville voisine d'Asbestos. C'est l'aîné d'une famille de 8 enfants, fils d'une mère canadienne-française, Marie Daniel, et fils d'un descendant d'Irlandais, Francis Johnson. Daniel Johnson grandit dans un Québec rural, de conditions modestes, très pieuse, une famille tissée serrée. Mais qui est vraiment Daniel Johnson? Daniel Johnson, c'est le fils d'une famille québécoise typique de son époque. Le père, qui est peu instruit, travaille de métier en métier. Il vend des laveuses, il vend de l'assurance. Et de temps à autre, pour arrondir les fins de mois, il s'occupe de politique. Pas pour le Parti libéral, pour le Parti conservateur. Et il va en payer le prix, parce que même si c'est un homme très travaillant, très vaillant, Francis Johnson se fera refuser la signature sur sa carte d'assistance sociale par sa municipalité à cause de ses liens avec le Parti conservateur. Daniel Johnson, donc, grandit dans un milieu de conditions très modestes. C'est un garçon brillant, c'est un garçon plein d'entre-gens, malgré une certaine timidité. Le père Johnson a énormément de difficultés à joindre les deux bouts. Heureusement, il peut compter sur une riche amie de son épouse, la veuve Huot. La veuve Huot, dont le mari avait des placements dans des mines d'or et qui aimait bien prendre de temps en temps des jeunes sous son aile pour leur payer des études et aussi pour les guider dans le droit chemin, peut-être même les préparer à un mariage. C'est ce qui va arriver à Daniel Johnson. Daniel Johnson, donc, peut suivre un cours classique grâce à la veuve Huot et il va suivre son cours classique au séminaire de Saint-Hyacinthe. De 1928 à 1935, comme on peut voir à l'écran en ce moment, un jeune séminariste qui est très actif dans les mouvements étudiants de son temps. C'est quelqu'un qui s'intéresse passionnément de religion, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse passionnément aussi de politique. Il a vraiment ça dans le sang. Daniel Johnson, donc, milite dans les mouvements étudiants. Nous sommes dans les années 30, nous sommes au cœur de la Grande Dépression et la misère ronge partout, au Canada, au Québec. À Montréal, en 1933, 33 % de la main-d'œuvre active est en chômage. Une situation catastrophique. Daniel Johnson se sent responsable de sa famille, lui qui est logé et nourri au séminaire de Saint-Hyacinthe. Mais qu'est-ce qui va arriver de son père qui est au chômage et qui ne peut pas se trouver un emploi? La conscience sociale de Daniel Johnson s'aiguise. Et de plus en plus, en étudiant, Daniel Johnson va être encouragé par son directeur de conscience à choisir une vocation. Il choisit, comme beaucoup de jeunes de son âge, de devenir prêtre. Il s'oriente donc, au milieu des années 30, vers le grand séminaire de Saint-Hyacinthe. Mais Daniel Johnson n'arrive pas à démordre de la politique parce que l'action sociale de l'Église est importante, mais l'action politique l'est tout autant. Dans ses discours, il est très influencé par la mouvance nationaliste des années 30. Daniel Johnson n'est pas tout à fait le type de nationaliste qu'on pouvait voir dans l'entourage du Chanoine Groulx, ni des Jeunes Canada, ou encore moins du journal La Nation de Paul Bouchard. C'est un nationaliste plutôt orthodoxe, un nationaliste de la bonne entente, et donc qui est tout à fait conscient du cadre fédéral, qui accepte le cadre fédéral, mais pour qui le cadre fédéral doit aussi servir le Québec. Le Canada, pour lui, est un pays binational, biculturel. Et donc, le Québec est le foyer des Canadiens français et c'est normal de défendre les intérêts des Canadiens français au Québec. Daniel Johnson finit par avoir une crise de conscience. Est-ce qu'il va continuer vers la prêtrise ou la politique?
bien, son choix est fait et finit par abandonner la prêtrise à l'automne de 1937. Chose intéressante, en abandonnant la prêtrise, Daniel Johnson s'inscrit donc en droit à l'Université de Montréal, mais il s'inscrit après le début de la session d'automne. Pour pouvoir s'inscrire au cours après le début de la session, il fallait demander une permission spéciale au bâtonnier du Québec. Et en 1937, le bâtonnier du Québec est nul autre que Maurice Duplessis. Ce sera donc une rencontre fortuite parce que Maurice Duplessis deviendra un jour le mentor de Daniel Johnson. En arrivant à l'université, Daniel Johnson prend une part active à la vie étudiante. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans les mouvements d'action catholique. Il va même faire partie du groupe Pax Romana. Il va écrire des articles dans le Quartier latin où il va laisser développer sa conscience. La réflexion est un de ses péchés mignons. Et aussi, il va même devenir le président de l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal. Un très beau cadre pour apprendre la négociation et surtout apprendre de ne jamais arriver à une table de négociation sans avoir une porte de sortie. Égalité ou indépendance a peut-être pris racine là, qui sait. Daniel Johnson, donc, s'implique dans la vie étudiante. Par le truchement de ses activités étudiantes, arrive à rencontrer des étudiants d'autres provinces canadiennes. Il va aussi voyager à l'étranger. Il va même se rendre en Amérique du Sud, rencontrer des gens de pays latins. Et à travers ces voyages-là, Daniel Johnson approfondit sa compréhension des enjeux économiques et politiques de son époque, mais il approfondit aussi sa conception du nationalisme. À l'automne 1939, Maurice Duplessis, qui était au pouvoir depuis 3 ans, déclenche des élections hâtives. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne vient d'envahir la Pologne. Et le Canada, avec la plupart des autres pays d'Occident, est plongé dans le conflit. Une question est sur toutes les lèvres au Canada français, au Québec en particulier, la question de la conscription. Daniel Johnson, comme la plupart des jeunes, est absolument opposé à la conscription. Il va même manifester devant l'Hôtel de Ville de Montréal en appui au maire de la ville, Camille Lienwood. Daniel Johnson, donc, qui s'intéresse aussi à la politique, jeune étudiant en droit, va être invité par un collègue de classe à aller participer à une élection dans Bagotte. C'est un coin que Daniel Johnson découvre et pour lequel il a un coup de foudre. Malheureusement, l'Union nationale va être battue aux élections de 1939 et Bagotte, fidèle à sa tradition libérale, va battre aussi le candidat de l'Union nationale. Ce ne sera pas peine perdue, parce que Daniel Johnson va voir son avenir politique se dessiner à Actonville et à Saint-Pie-de-Bagotte, comme on peut voir en ce moment. En 1940, Daniel Johnson termine son cours de droit et devient officiellement avocat. C'est un avocat très compétent, très recherché. C'est un avocat qui se démarque aussi en allant chercher des clients prestigieux, notamment le Conseil central des syndicats nationaux de Montréal. Daniel Johnson, pendant la guerre, ne chôme pas. Il ne va pas se battre au front, mais il travaille très dur, lui aussi. En 1942, Daniel Johnson attire l'attention de 2 associés, dont l'un d'eux, ironiquement, qui a un nom anglophone comme lui, s'appelle Jonathan Robinson. Qui est Jonathan Robinson? Député de l'Union nationale dans Brome, et donc qui offre une porte directe au pouvoir politique pour Daniel Johnson. C'est une rencontre absolument capitale dans la vie de Daniel Johnson. En même temps, Daniel Johnson, donc, va voir son avenir se dessiner du côté de Saint-Pie-de-Bagotte. Parce que même s'il est un avocat montréalais installé à Notre-Dame-de-Grâce, c'est vraiment à la campagne où il va se sentir le plus à l'aise. Il va donc ouvrir un premier bureau d'avocat à Actonville, où il va venir la fin de semaine pour rencontrer des clients. Et petit à petit, il va se mettre à planter ses choux dans ce coin-là. Il va se faire un nom. Il est très sympathique, M. Johnson, pas du tout guindé comme beaucoup de gens de la ville.
Et très rapidement, Daniel Johnson se fait connaître et en 1943, il devient l'organisateur en chef du candidat unioniste malheureux de 1939 qui voudra se représenter en 1944, le docteur Philippe Adam. En 1944, des nouvelles élections sont déclenchées au Québec. On sort de 5 années de régime d'Adélard Godbout. Adélard Godbout qui avait promis de ne pas imposer la conscription aux Québécois et qui avait promis même de démissionner si la conscription serait imposée, qui a dû céder des pouvoirs extrêmement précieux en taxation, en liberté civile, etc., au gouvernement fédéral, et qui ne se fera jamais pardonner par la population d'avoir laissé adopter la conscription par le reste du Canada, se fait renvoyer dans l'opposition par la population. Pendant cette élection, Daniel Johnson participe dans Bagot. Même si l'Union nationale est portée au pouvoir avec moins de voix que le Parti libéral, eh bien, malheureusement, dans Bagot, encore une fois, ce sera le candidat libéral, le député libéral, qui sera réélu, M. Cyril Dumaine, par 130 voix environ seulement. Daniel Johnson ne perd pas espoir. Et la chance va lui sourire 2 ans plus tard, parce qu'en 1946, Cyril Dumaine meurt subitement d'une crise cardiaque. Daniel Johnson saute sur l'occasion. Il décide alors de proposer sa candidature à Maurice Duplessis. Maurice Duplessis refuse. Pour quelle raison? Pas parce que Daniel Johnson n'est pas assez intelligent, bien entendu. Il le trouve trop jeune, comme si la jeunesse était une tare au sein de l'Union nationale. Et donc, Daniel Johnson va accueillir la nouvelle avec une immense peine, mais il va réitérer sa fidélité à Maurice Duplessis. Maurice Duplessis va être touché du geste et il va se raviser. Il va donc autoriser Daniel Johnson à faire campagne et à devenir son candidat officiel. Maurice Duplessis a un objectif très clair. Il a été élu avec une majorité simple et il est dans une optique de défense de l'autonomie du Québec face à Ottawa. Il veut des candidats qui sont sûrs de lui rapporter une victoire. Et Daniel Johnson sera l'homme de la situation. Toute la machine électorale de l'Union nationale s'emballe. Daniel Johnson va même recevoir la visite de 2 ministres très prestigieux, Paul Sauvé et Maurice Bellemare, qui deviendra ministre par la suite, mais qui est très rusé pour les campagnes électorales. Maurice Duplessis lui-même va venir à 2 reprises dans Bagot. Et ce sera un succès. Daniel Johnson va être élu avec une majorité de plus de 1100 voix. Et oui, presque 10 fois la majorité de Cyril Dumaine 2 ans plus tôt. Les premières années de Daniel Johnson comme député vont être assez difficiles. Lui qui a une admiration sans borne pour Maurice Duplessis, qui boit chacune de ses paroles, qui rit à ses blagues, qui le suit dans chacun de ses déplacements, va souvent se faire présenter durant les premières années comme un jeune député prometteur, promis à un bel avenir. Mais l'attente sera très longue pour Daniel Johnson, qui, aussitôt élu, aurait presque envie d'être ministre, peut-être même un jour chef, qui sait. Mais l'attente sera extrêmement longue parce que Daniel Johnson est ambitieux et très intelligent. Malheureusement, en 1953, il y a un drame qui touche Daniel Johnson. Sa femme, Reine Gagné, Reine Johnson, a un amant, un journaliste de Radio-Canada, Bertrand Dussault. Bertrand Dussault est amoureux fou de Reine Johnson. Il l'implore de quitter Daniel Johnson pour venir avec lui. Mais Reine Johnson refuse de quitter son mari. Bertrand Dussault est désemparé. Il prend un revolver et il tire sur Reine Johnson. Il la blesse, il ne la tue pas, mais il retourne l'arme contre lui. C'est un drame épouvantable. Daniel Johnson a l'impression de voir mourir devant lui son mariage et sa carrière. Qu'est-ce que je vais faire? Il se rend tout de suite voir Maurice Duplessis au château Frontenac. Maurice Duplessis, qui a la réputation de se faire craindre, est quelqu'un qui a aussi une très grande empathie pour ses amis. Il décide d'aider Daniel Johnson. Il va le prendre sous son aile. Il va contacter chacun des directeurs de journaux et de stations de radio et il va demander d'étouffer l'affaire. Et il va réussir en bonne partie. La grande presse est tout à fait insensible aux appels de Duplessis. Mais Duplessis va conserver Daniel Johnson auprès de lui
et il va en faire son secrétaire parlementaire, son espion en quelque sorte. En 1955, il fait de Daniel Johnson le vice-président de la Chambre. C'est un rôle clé pour surveiller les débats et vraiment apprendre en détail le fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Après avoir aidé la victoire des conservateurs de John Diefenbaker aux élections fédérales de 1957-1958, avec le reste de l'Union nationale qui contribue à cette campagne, Daniel Johnson est enfin récompensé. Il est nommé ministre des Ressources hydrauliques par Maurice Duplessis. C'est un grand moment pour lui, mais c'est un moment qui va être très vite terni. On est à la fin des années 50. La contestation est partout dans la société. Les jeunes, les étudiants, les travailleurs, les gens en milieu urbain, les intellectuels. Énormément de gens souffrent des politiques conservatrices de Duplessis. On nous traite souvent de socialistes ou de communistes si on ne vote pas assez fort, assez à haute voix pour l'Union nationale, en quelque sorte. Eh bien, ça commence à rattraper le régime. Le régime aussi doit essuyer 2 revers en Cour suprême. Et surtout, il y a un scandale qui éclate en 1958, le scandale du gaz naturel. Eh oui. Hydro-Québec possédait un réseau de distribution de gaz naturel suite à la nationalisation de 2 compagnies en 1944 et l'Union nationale avait décidé de vendre son réseau de distribution à une compagnie privée. Certains fonctionnaires, certains ministres en ont profité en utilisant une information qui n'était pas connue du grand public pour faire un coup de bourse, un délit d'initié, si vous voulez. Eh bien, Daniel Johnson est pris là-dedans. Bien oui. En 7 semaines seulement, Daniel Johnson va faire un coup d'argent de 5 250 $. Un beau magot, quand même. Et Daniel Johnson n'est pas au bout de ses peines non plus, parce qu'il n'est pas seul à être un jeune député à se faire nommer ministre aussi en 1958. Il y a un autre jeune député très prometteur lui aussi, très bon orateur, s'exprimant un peu comme un jeune président de Société Saint-Jean-Baptiste, le député de Missisquoi, Jean-Jacques Bertrand. Jean-Jacques Bertrand, lui aussi, est nommé ministre des Terres et Forêts en même temps que Daniel Johnson. Daniel Johnson, tout le reste de sa carrière, va sentir dans son cou le souffle de son rival, Jean-Jacques Bertrand. Leur carrière se ressemble même à se confondre à certains moments. À la suite du scandale du gaz naturel, on sent Maurice Duplessis devenir très fatigué. On le sent de plus en plus malade. Et lors d'une visite sur un chantier dans le nord du Québec, le 7 septembre 1959, Maurice Duplessis meurt subitement. Un successeur est choisi, ce sera Paul Sauvé, le ministre très charismatique du bien-être social et de la jeunesse. L'arrivée de Paul Sauvé, c'est un peu l'antichambre de la Révolution tranquille. C'est une bouffée d'air frais, dans un sens. Et pour Daniel Johnson, ça en sera toute une. Sous Maurice Duplessis, Daniel Johnson avait un ministère minuscule, une quarantaine d'employés tout au plus. Et il voyait chacune de ses initiatives bloquées par un chef qui voulait centraliser toutes les décisions. Avec Paul Sauvé, ça sera différent. Il pourra commencer les travaux préliminaires sur la rivière des Manicouagan, où il y aura un jour le complexe Daniel Johnson. Eh oui. Malgré ces difficultés, l'Union nationale a encore les reins solides. À l'automne 1959-1960, un sondage est effectué. Plus de 61 % de la population a l'intention de reporter au pouvoir l'Union nationale de Paul Sauvé. C'est tout de même extraordinaire à la veille de la Révolution tranquille. Et puis, tout d'un coup, le 2 janvier 1960, le destin s'acharne une fois de plus sur le parti fondé par Maurice Duplessis. Paul Sauvé meurt subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Pour les libéraux, c'est tout un autre horizon qui vient de s'ouvrir. Pour Daniel Johnson, ça sera peut-être une mauvaise nouvelle. Paul Sauvé est succédé par Antonio Barrette, ancien ministre du Travail. Antonio Barrette hérite d'une situation difficile. Il est à la veille d'une élection et il n'est pas un choix unanime parmi ses députés. Malgré tout, il déclenche des élections en avril 1960. Antonio Barrette n'arrive pas à s'entendre avec l'équipe traditionnelle qui s'occupait de la propagande et des finances du parti. L'Union nationale fait une très mauvaise campagne.
Le Parti libéral, de son côté, a recruté des candidats très prestigieux, dont un certain journaliste, René Lévesque. Et donc, la campagne s'enlise et l'Union nationale perd les élections contre toute attente. C'est le Parti libéral dirigé par Jean Lesage qui prend le pouvoir le 22 juin 1960. C'est une très courte victoire, mais une victoire décisive. On pourrait même dire la fin d'une époque. Le Parti libéral de Jean Lesage, c'est l'équipe du tonnerre, n'est-ce pas? C'est un gouvernement qui va faire sa marque et qui va avoir deux traits caractéristiques. C'est un gouvernement à la fois très réformiste et très nationaliste. C'est un gouvernement qui s'est donné pour mot d'ordre de faire le ménage dans la vie publique. 16 ans de règne de l'Union nationale, c'en était trop. On va voir tout un paquet d'anciennes pratiques arbitraires être éliminées avec l'arrivée du Parti libéral. Des appels d'offres dans les journaux, quelle surprise! Eh bien oui, ça va commencer avec Jean Lesage. Mais la défaite pour l'Union nationale de l'élection de 1960, c'est aussi le signal de la fin pour Antonio Barrette. Antonio Barrette remet sa démission en septembre 1960 et il convoque un congrès à la chefferie pour septembre 1961. Pour Daniel Johnson, c'est le moment de vérité. Lui qui admirait Maurice Duplessis se voit maintenant candidat à sa succession. En même temps, à l'automne 1960, le Parti libéral est bien décidé, comme l'était Maurice Duplessis en 1936, à faire enquête sur les mauvais comportements du gouvernement au pouvoir sortant. Jean Lesage décide de créer une commission d'enquête sur la vente du réseau de gaz naturel et sur le trafic d'influence de l'Union nationale, la commission Salvas. La commission Salvas, donc, qui va faire un très grand battage médiatique et qui va sortir au grand jour toutes sortes de cas de corruption et de patronage qu'elle va monter en épingle. Daniel Johnson se retrouve éclaboussé avec d'autres piliers du parti. Joseph Damas-Bégin, le responsable de la propagande, et Gérald Martineau, le trésorier de l'Union nationale. C'est une commission d'enquête qui va faire extrêmement mal à l'Union nationale. On pourrait dire que c'est une commission d'enquête qui cherchait à briser l'image d'invulnérabilité, d'invincibilité qui se dégageait de l'Union nationale. Malgré tout, Daniel Johnson ne va pas se décourager. Durant toute l'année 1961, Daniel Johnson parcourt le Québec aux quatre coins, téléphone à des candidats, sollicite des dons, va participer à la fondation d'associations de comtés de l'Union nationale, chose qui n'existait pas encore, et va donc placer ces gens en vue de son choix de délégué pour le congrès à la chefferie. Arrive l'été 1961, plusieurs candidats sont en lice, mais l'autre candidat qui est vraiment menaçant pour Daniel Johnson, vous l'avez deviné, Jean-Jacques Bertrand. Jean-Jacques Bertrand qui attend à la dernière minute, qui ne veut pas s'exposer trop vite, mais qui est lui aussi très intéressé à devenir le successeur de Duplessis. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien et qui fait des discours sur l'assainissement de la vie publique. Un peu le même genre de discours que les libéraux tenaient pendant leur campagne électorale. Jean-Jacques Bertrand, pour ses propos, recueille l'appui des étudiants, des jeunes, des gens en milieu urbain, mais même de la veuve de Paul Sauvé. Il y a donc un très gros actif en sa faveur. Lorsqu'arrive le congrès à la chefferie, l'équipe de Daniel Johnson commence à craindre le pire. Et si on ne gagnait pas? Après tout ce travail-là? Ah non! Qu'est-ce que Daniel Johnson va faire? Son équipe va s'activer et va même accuser Le Devoir, qui a sorti le scandale du gaz naturel, d'appuyer la candidature de Jean-Jacques Bertrand. Est-ce que c'est ce coup-là qui sera décisif? Dur à dire. Mais, chose certaine, c'est Daniel Johnson qui va gagner la course à la chefferie par un peu moins de 100 voix. Jean-Jacques Bertrand est défait. Lui qui était porté par une vague d'enthousiasme au moment où le congrès allait se tenir, se voit voler la chefferie qu'il convoitait par un cheveu. Daniel Johnson devient donc le nouveau chef, le successeur de Duplessis. Daniel Johnson n'est pas vraiment l'homme de la succession de Paul Sauvé, c'est bien celui de Duplessis.
C'est quelqu'un qui va assumer très vite un style de chef autoritaire, un style de chef qui ne partage pas son autorité et qui est un peu coulé dans le même moule. C'est un peu le régime du crois ou meurt. Mais c'est aussi quelqu'un qui veut placer ses hommes clés. Avec l'arrivée de Daniel Johnson, c'est aussi la fin des anciens piliers de l'Union nationale. Joseph Damas Bégin, Gérald Martineau et d'autres vont quitter le parti après avoir favorisé la candidature de Daniel Johnson. Daniel Johnson, donc, va se faire l'image du chef de la droite rurale, autoritaire, sceptique de l'intervention de l'État, tout à fait à l'opposé de l'esprit triomphant de la Révolution tranquille. Dès 1960, Daniel Johnson avait commencé à faire sa marque dans ce style-là. Il avait fait circuler une rumeur voulant que les libéraux, durant l'élection de 1960, avaient distribué des faux billets de 10 $ dans des circonscriptions pour favoriser l'élection de certains de leurs candidats. Eh bien, le scandale va se retourner contre Daniel Johnson. On va découvrir que ce sont des gens qui étaient plutôt proches de l'Union nationale qui avaient voulu faire ça. Daniel Johnson se retrouve dans de beaux draps. Ça va lui valoir des caricatures. Danny Boy venait de naître. Le personnage créé par Normand Hudon va coller à la peau de Daniel Johnson jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de son passage dans l'opposition, comme on peut voir à l'écran. On peut dire qu'avec Daniel Johnson, le duplessisme est encore bien en vie. Il se manifeste de deux façons, ou surtout dans deux dossiers importants. La nationalisation de l'hydroélectricité. Pour nationaliser l'hydroélectricité, René Lévesque avait décidé de faire un grand ménage dans le réseau d'électricité du Québec. C'était un fouillis complet des autoproducteurs, des coopératives de distribution, des compagnies privées, certaines régions qui étaient sur des systèmes complètement dépassés. Il fallait faire un grand ménage et surtout, il fallait se servir du réseau d'électricité pour faire un levier au développement économique du Québec. Daniel Johnson est tout à fait opposé à ça. Pour lui, c'est l'entreprise privée qui doit primer. C'est un principe sacré. Aller, au contraire, avec l'intervention de l'État dans l'économie, ça serait aller vers le socialisme. Daniel Johnson va donc s'opposer à cette question-là. Les libéraux, eux, sont d'un autre avis. À l'automne de 1962, les libéraux décident de déclencher des nouvelles élections sur la question de la nationalisation de l'hydroélectricité. Daniel Johnson est pris de court. Il ne veut pas trop se positionner. Il va se dire d'accord en principe avec la nationalisation des deux plus petites compagnies et puis voudrait soumettre le reste de la nationalisation à un référendum. Jean-Jacques Bertrand, lui, contredit son chef en pleine campagne et se dit d'accord avec le principe de la nationalisation totale. C'est un reflet des conflits internes qui déchirent l'Union nationale. Et malheureusement, la confusion va s'en aller en s'aggravant, tant et si bien que le 11 novembre 1962, 3 jours avant l'élection, Daniel Johnson fait face à Jean Lesage dans un débat télévisé. Le premier de l'histoire au Canada, inspiré par la formule Kennedy-Nixon en 1960. Daniel Johnson, qui est très mal préparé, enlève ses lunettes, les remet, fouille dans ses papiers, tandis que Jean Lesage, qui est bien préparé et qui a des dossiers très compromettants à quelqu'un qui a été éclaboussé par l'enquête Salvas, domine totalement la situation. L'Union nationale est battue, une fois de plus. Elle passe de 45 députés à 31 députés. C'est vraiment un échec de la conception de l'État défendue par Duplessis et reprise par Daniel Johnson. Une autre façon de manifester le duplessisme à l'époque de la Révolution tranquille, c'est aussi à travers le ministère de l'Éducation. Un des dossiers forts de l'équipe du Tonnerre était de créer un ministère de l'Éducation. Il fallait, à l'époque où on parlait d'automatisation dans les entreprises et où 62 % des hommes adultes de plus de 25 ans n'avaient pas plus qu'un diplôme de 7e année, il fallait donc intervenir. Le Québec était en train de manquer le tournant. Pour créer un ministère, donc, il fallait empiéter sur l'autorité des communautés religieuses qu'il détenait depuis toujours. Daniel Johnson est courroucé.
C'est absolument inacceptable que l'État ait le monopole sur l'éducation, l'instruction. C'est empiéter sur des traditions qui sont essentielles au Canada français et c'est empiéter sur le droit des parents. C'est la vieille doctrine de l'Église catholique. Encore une fois, Daniel Johnson va faire face à un nouvel échec parce que, malgré la réticence des évêques en 1963, lorsque le projet de loi est présenté, au début de 1964, le Parti libéral revient avec un nouveau projet de loi amendé à la demande des évêques et Daniel Johnson est mis devant le fait accompli. C'est un autre échec. Vraiment, comme on peut voir à l'écran, Daniel Johnson, qui pensait avoir tout de Duplessis, n'avait peut-être pas le contexte qu'il fallait avec lui. À la suite des élections de 1962, on voit de plus en plus de tiraillements à l'intérieur de l'Union nationale. On va accuser Jean-Jacques Bertrand d'avoir fait couler le parti lors de l'élection parce qu'il était en faveur de la nationalisation de l'hydroélectricité. Daniel Johnson, lui, va continuer dans son style de politique typique à Maurice Duplessis et ça va lui coûter cher. Parce que de 1960 à 1966, l'Union nationale n'arrivera pas à remporter une seule élection partielle qui se tiendra au Québec. La domination des libéraux sur la politique n'ira qu'en s'agrandissant. Daniel Johnson, donc, veut absolument affirmer son autorité. À la même époque, il y a un nouveau mouvement qui commence à faire son apparition au Québec, le mouvement souverainiste. En 1963, un nouveau parti politique apparaît, le Rassemblement de l'indépendance du Québec. Daniel Johnson, qui a pour parti l'Union nationale, se voit menacé sur son propre terrain. Il va vouloir récupérer à son avantage les partisans de cette idée. Il va donc commencer à faire une certaine surenchère nationaliste. Il va réclamer, non pas comme les libéraux, 25 % de l'impôt sur le revenu, 25 % sur l'impôt des sociétés et 100 % de l'impôt des successions. Il va réclamer 100 % partout. Mais Daniel Johnson a une conception tout à fait particulière du nationalisme. C'est le nationalisme traditionnel dans la poursuite de la défense des intérêts du Québec et dans la défense des traditions rurales et catholiques. Daniel Johnson est de plus en plus contesté pour avoir conservé cette vision. Même après l'élection de 1962, il y a un groupe de jeunes députés qui viennent voir Daniel Johnson pour lui réclamer toute une série de changements, notamment de laisser tomber le style de chef autoritaire un peu vieillot et de reconnaître lorsque le gouvernement prend des bonnes décisions. Daniel Johnson va remercier ses députés et n'en tiendra aucunement compte. Mais donc, la situation va s'aggraver pour Daniel Johnson. Le groupe de Jean-Jacques Bertrand va refuser de se réconcilier avec un chef qui avait promis des changements, qui avait promis de rénover le parti après 1961 et qui n'arrêtait pas de repousser ces changements-là. Durant l'année 1964, Daniel Johnson va parcourir l'Europe. Il va aller en France, il va aller en Italie, il va visiter les pays scandinaves. Et durant une visite à l'Opéra de Paris, Daniel Johnson est foudroyé par une crise cardiaque. C'est un choc. Daniel Johnson, qui lui se voyait comme le successeur de Duplessis, qui se voyait reprendre le pouvoir un jour pour poursuivre son œuvre, est obligé de se remettre en question. Comme son chef d'ailleurs, qui avait été très malade entre 1939 et 1944 et qui lui aussi avait dû faire un bilan. On pourrait dire qu'à partir de cette crise cardiaque, il y a un deuxième Daniel Johnson qui va commencer à émerger. Un Daniel Johnson plus modéré, un Daniel Johnson qui sait que le temps lui est compté et que la marque qu'il voudra laisser dans l'histoire pourra peut-être pas se réaliser. En décembre 1964, Daniel Johnson et son caucus se réunissent à Mont-Gabriel dans les Laurentides. On décide de crever l'abcès une fois pour toutes. Tous les députés sont invités et vident leur sac. C'est un choc brutal pour Daniel Johnson. Il faut qu'il démissionne. On ne gagnera jamais avec Daniel Johnson. Daniel Johnson écoute toutes les critiques calmement. Et puis, il y a une longue discussion avec Jean-Jacques Bertrand.
Finalement, Jean-Jacques Bertrand accepte de lui donner une dernière chance. Daniel Johnson va lui offrir l'ouverture, la démocratisation du parti qui était attendue. En mars 1965, ce sera les Assises de l'Union nationale. Les Assises de l'Union nationale, c'est un grand congrès ouvert à tous, même à des gens hostiles au duplessisme. Daniel Johnson convoque ce congrès et invite toute une série d'experts pour discuter des problèmes de l'heure. On invite des gens comme le professeur de droit Jacques-Yvan Morin. On invite même des syndicalistes comme Louis Laberge, Jean Marchand, l'éditorialiste Claude Ryan, etc. Et donc, avec ce groupe d'experts-là, les députés de l'Union nationale, qui n'étaient pas habitués à jouer ce rôle-là, doivent s'asseoir dans la salle et écouter avec le reste du public les interventions qui sont faites. On décide de donner à l'Union nationale un vrai programme moderne. On propose notamment de donner au Québec une charte des droits de l'homme. On tente de récupérer le mouvement souverainiste. On ne va pas jusqu'à se dire ouvertement souverainiste, mais on est prêt à envisager la possibilité. Daniel Johnson en profite pour lancer son livre « Égalité ou indépendance ». Daniel Johnson a réfléchi à la question. Il voit que la vieille Constitution canadienne de 1867 est complètement périmée. Elle est pleine de zones grises, pleine de zones ambiguës qui permettent au gouvernement fédéral d'empiéter sur les droits des provinces. Il décide donc de développer sa propre position constitutionnelle. Il veut une nouvelle constitution où on donnera au Québec des pouvoirs accrus et où on lui donnera même un statut particulier pour défendre les droits des Canadiens français dans le reste du Canada. Et si ce n'est pas possible, Daniel Johnson est même prêt à envisager l'indépendance du Québec. Égalité ou indépendance. En 1966, on sent une certaine fatigue chez l'équipe du Tonnerre. Georges-Émile Lapalme est parti. René Lévesque et Eric Kearns sont en guerre ouverte avec Jean Lesage. Jean Lesage aussi devient de plus en plus fatigué. Il pique des colères de plus en plus souvent et souvent en présence des journalistes. Ça commence à jouer contre lui. Daniel Johnson se sent en position de force. Malgré que l'équipe du Tonnerre était beaucoup plus flamboyante et prestigieuse que l'Union nationale, Daniel Johnson va aller au combat. Avec les Assises de 1965, Daniel Johnson va aussi refaire son image d'orateur de campagne un peu vieillotte. On va la réformer. Il va engager des experts en images et en télécommunications. On va lui dire, vous savez, M. Johnson, l'Union nationale ne peut pas avoir deux chefs, un qui porte des lunettes, un qui n'en porte pas. Il faut qu'il y en ait un seul. C'est à partir de ce moment-là, comme on voit à l'écran, que Daniel Johnson va porter ses caractéristiques lunettes noires. Daniel Johnson, donc, va avoir considérablement amélioré son image, son parti aussi. Et à l'élection de 1966, la campagne s'engage. Daniel Johnson était tout à fait conscient que face aux flamboyants membres de l'équipe du Tonnerre, il y avait assez peu de chances de remporter un combat en face à face. Sa stratégie, faire une campagne circonscription par circonscription. Et ça va marcher. L'Union nationale va recruter des candidats qui sont sûrs de lui rapporter la victoire. Et, contre toute attente, avec 41 % des voix, l'Union nationale remporte 56 sièges devant les libéraux qui avaient pourtant eu 47 % des voix. Fait intéressant à noter, le Parti québécois, 10 ans plus tard, remportera lui aussi une majorité avec 41 % des sièges. Si c'était bon pour l'Union nationale, c'était sûrement bon pour le Parti québécois aussi. Daniel Johnson, donc, se retrouve au pouvoir contre toute attente. Pour beaucoup de gens, c'est une catastrophe. C'est le retour au Moyen Âge, aux pratiques arbitraires et autoritaires de l'Union nationale. Eh bien, à la surprise de tout le monde, c'est le contraire qui va se produire. Aussitôt arrivé au pouvoir, Daniel Johnson décide de garder avec lui tous les technocrates qui entouraient Jean Lesage, notamment un jeune économiste du nom de Jacques Parizeau qui va se présenter à son bureau avec sa lettre de démission
et qui Daniel Johnson va lui dire « Mais avant que vous partiez, M. Parizeau, je commence à avoir un problème dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? » Jacques Parizeau lui explique sa vision. Daniel Johnson le relance sur un autre projet. Et, de fil en aiguille, Daniel Johnson lui explique ses intentions. Jacques Parizeau, Claude Morin et les autres vont comprendre que les réformes de la Révolution tranquille vont se poursuivre. À son arrivée au pouvoir, Daniel Johnson doit faire face à une terrible greffe dans le secteur hospitalier. C'est le premier vrai test de son leadership. Daniel Johnson avait toujours tenu pour sacrée l'autorité des communautés religieuses qui s'occupaient des hôpitaux. Mais il n'a pas le choix. Il doit prendre une décision. Les patrons et les employés n'arrivent pas à s'entendre. Daniel Johnson va trancher. Dorénavant, pour négocier les conditions de travail, c'est avec l'État qu'il faudra négocier. C'est un précédent. Jean Lesage lui-même avait permis aux fonctionnaires de se syndiquer en 1965. Daniel Johnson va poursuivre cet effort-là. C'est aussi ce qu'il va faire en éducation en 1967. Daniel Johnson, donc, poursuit les réformes de la Révolution tranquille. Il va suivre les recommandations des dernières tranches du rapport de la commission Parent, qui avait proposé de créer un ministère de l'Éducation et d'abandonner le cours classique pour créer un cours d'école secondaire. Eh bien, Daniel Johnson va prendre la décision de créer un réseau de collèges de formation préuniversitaire et professionnelle, les cégeps. Ils vont être 23 dans les premiers à être créés. Daniel Johnson va aussi doter le Québec d'un réseau d'universités pour permettre à plus de jeunes d'obtenir une formation universitaire. Ce sera le réseau de l'Université du Québec. Daniel Johnson va même revenir sur l'un de ses grands principes, que l'État ne devait pas intervenir dans l'économie. Il va se procurer, avec l'aide du gouvernement, donc une industrie sidérurgique, Sidbec. À certains égards, Daniel Johnson va aller même encore plus loin que ses prédécesseurs, notamment dans le domaine des communications. Maurice Duplessis avait voulu créer un poste de radio en 1945 et puis il avait été bloqué par le gouvernement fédéral. Daniel Johnson, lui, va décider de donner du financement à ce poste de radio et en fait faire un poste de télévision. Radio-Québec va naître, aujourd'hui Télé-Québec. Daniel Johnson va même aller encore plus loin dans le développement des relations internationales du Québec, avec la France, bien entendu. Daniel Johnson, durant sa visite en 1964, avait déjà rencontré des membres du gouvernement de la France. Eh bien là, ce coup-ci, ce sera avec nul autre que le président de la France, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, que Daniel Johnson va s'entretenir. Il va lui rendre visite au printemps de 1967 et il va se sentir extrêmement intimidé. Daniel Johnson agit dans la suite de la doctrine Gérin-Lajoie et des efforts qui ont été faits depuis l'ouverture de la Maison du Québec à Paris en 1961. Daniel Johnson n'a pas la même aisance que Jean Lesage avait dans ces domaines-là. Mais très vite, il va trouver des atomes crochus avec Charles de Gaulle, en particulier pour une cause qui va leur tenir tous les deux à cœur, l'indépendance du Québec. Charles de Gaulle voit l'indépendance du Québec comme un processus à venir dans un futur très rapproché. Il va donc encourager Daniel Johnson à aller dans cette direction-là. Il va même proposer de développer un lien direct entre Paris et le Québec, où les gouvernements du Québec et de la France se contacteraient aux 3 mois pour se tenir à jour de développement dans des domaines de la culture, des technologies et de la recherche, en éducation aussi. Et Daniel Johnson, donc, va aller plus loin en communication. Il va même être question d'un partenariat pour construire un satellite de télécommunication entre le Québec et la France. Malheureusement, le projet ne sera jamais concrétisé. Mais on est bien loin du type de projet auquel Maurice Duplessis entreprenait. À l'été 1967, c'est l'Exposition universelle à Montréal. Daniel Johnson veut inviter Charles de Gaulle au Québec. Charles de Gaulle est réticent. Pour lui, pas question de venir au Québec s'il doit d'abord venir à Ottawa pour ensuite faire un crochet par le Québec.
Ottawa lui propose de faire le chemin par l'Atlantique à bord d'un navire. Charles de Gaulle accepte, et de faire ensuite le chemin de Québec jusqu'à Montréal et ensuite jusqu'à Ottawa. Et c'est ce qui va arriver. Charles de Gaulle est accueilli triomphalement à Québec et il va suivre le chemin du roi, un tracé spécialement créé pour lui. Et petit à petit, en se rendant à Montréal, va prononcer des discours qui laissaient entendre la déclaration qu'il va faire à Montréal. À Montréal, c'est vraiment le triomphe. Même un arc de triomphe va être construit pour accueillir le général de Gaulle. Arrivé à l'hôtel de ville, le général de Gaulle voit la foule en délire. Il se dit, il faut que je leur dise quelque chose. Eh bien, on lui sort un micro et on l'installe au balcon. Charles de Gaulle est profondément ému. Il compare l'ambiance au Québec à celle de la Libération. Et il conclut son discours en disant « Vive Montréal, vive le Québec libre ». C'est une catastrophe à Ottawa, cette déclaration. On est absolument outré qu'un chef d'État étranger s'ingère dans des débats internes. Mais Charles de Gaulle persiste et signe. Le lendemain, il continue à visiter l'exposition universelle avec Daniel Johnson et continue à prononcer des discours de même nature. On ne veut pas le voir à Ottawa. On renvoie Charles de Gaulle chez lui. Daniel Johnson est fidèle à Charles de Gaulle et endosse complètement ses mots. En coulisses, Daniel Johnson est obligé de rassurer une bonne partie de son cabinet qui n'est pas du tout en faveur de l'indépendance du Québec et qui sont très fédéralistes. Cela va prendre énormément de doigté. Mais Daniel Johnson, donc, sera allé plus loin que tous ses prédécesseurs dans ce domaine. Daniel Johnson va être obligé de contenir l'engouement qui se crée à la suite de la déclaration du général de Gaulle. Tant et si bien qu'il est obligé d'aller se reposer à Hawaï, aux États-Unis, et il va déclarer aux journalistes, « Vous savez, mon but, ce n'est pas de créer une muraille de Chine autour du Québec. » C'est une remarque qui va vraiment irriter les membres souverainistes de l'Union nationale. Mais c'est aussi l'indice que Daniel Johnson était dans une position de plus en plus délicate. Depuis le début des années 60, on avait affaire à des gens sincèrement fédéralistes qui voulaient réformer le Canada pour faire plus de place au Québec. Le Québec, péniblement, avait réussi à arracher un à un des pouvoirs. Avec l'aide de Lester Pearson, qui était plutôt conciliant à l'égard du Québec, ça sera possible. Mais Daniel Johnson va vouloir aller plus loin. Il veut absolument l'égalité. Il va s'entendre pour défendre cette vision-là avec le premier ministre de l'Ontario, John Robarts. Ensemble, les deux s'entendent pour convoquer la conférence du Canada de demain, Canada of Tomorrow. Leur objectif est donc de rédiger une nouvelle constitution à partir des provinces et de la proposer au gouvernement fédéral. Daniel Johnson, donc, invite le gouvernement fédéral, qui n'a pas d'autorité durant cette conférence-là, mais à assister au débat. Et bientôt, un nouvel interlocuteur va émerger de ces débats-là, qui va complètement s'opposer à toute notion de statut particulier pour le Québec, le ministre de la Justice fédérale, Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau, qui était parti à Ottawa en 1965, un député donc du Québec, qui avait été recruté pour remettre le Québec à sa place. La Révolution tranquille était allée trop loin. Pour Pierre Elliott Trudeau, la notion de statut particulier était inacceptable. Ça aurait pour effet de déstabiliser la Confédération canadienne en donnant trop de poids au Québec et en lui donnant des pouvoirs sur les autres provinces. Pour lui, le Québec devait être traité comme une province comme les autres. Daniel Johnson, donc, se retrouve devant une impasse. Mais ça sera que le premier épisode d'une longue série de discussions à venir. Malheureusement, Daniel Johnson, qui était extrêmement malade et qui n'écoutait pas l'avis de ses médecins, va continuer à travailler. Il était seulement au début d'un processus. Et comme il avait écrit dans Égalité ou indépendance, si l'égalité n'était pas possible, il fallait commencer à envisager l'indépendance.
En septembre 1968, Daniel Johnson est invité à Manic 5, le barrage pour lequel il avait autorisé les travaux préliminaires sous Duplessis. Il y avait bien longtemps de ça, presque 10 ans. Daniel Johnson, comme on voit à l'écran, en train de serrer la main à René Lévesque et Jean Lesage, leur disant à la blague « Je vous ai enfin réunis », devait donc inaugurer le barrage. Malheureusement, Daniel Johnson va être retrouvé mort le jour de l'inauguration, le 26 septembre 1968. Avec Daniel Johnson et sa mort s'envole la position égalité ou indépendance. C'est aussi l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau comme premier ministre du Québec. Ce sera à Jean-Jacques Bertrand de poursuivre ses efforts et ensuite à Robert Bourassa. Que retenir donc de l'héritage de Daniel Johnson? Nous sommes un peu plus de 50 ans après les événements. Et le Québec aujourd'hui n'a toujours pas obtenu d'égalité ou d'indépendance. On se demande donc où le Québec peut encore aller. Peut-être qu'en attendant qu'une autre fenêtre s'ouvre où les Québécois auront la possibilité de se poser la question, peut-être que les Québécois devraient méditer sur ces mots de Daniel Johnson. Après 3 siècles de labeur, notre nation a bien mérité de vivre librement. Tant mieux si elle peut se sentir chez elle d'un océan à l'autre, ce qui implique qu'on lui reconnaisse l'égalité complète. Sinon, il faudra bien faire l'indépendance du Québec. Canada ou Québec, là où la nation canadienne-française trouvera la liberté, là sera sa patrie. Si un jour les Québécois veulent achever la Révolution tranquille, il faudra régler cette question.